Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la Fabrique de l'information, le rendez-vous de France Culture consacré au décryptage du travail journalistique et à l'analyse des récits médiatiques. Cette semaine, nous revenons sur la plus grande catastrophe nucléaire de notre temps, celle de Tchernobyl, survenue il y a 40 ans, le 26 avril 1986, jour où le réacteur numéro 4 de la centrale explose. D'un côté, un rejet radioactif massif et de l'autre, un blocage de l'information exercé par les autorités soviétiques et notamment le KGB. À la lumière de nouvelles archives, nous verrons comment les services secrets ont joué un rôle décisif dans ce blackout au bilan humain désastreux. L'information peine également à arriver en France, à l'image du nuage radioactif qui se serait arrêté à la frontière. Les risques ont été largement sous-estimés par les autorités comme les médias qui se sont fait le relais. Nous y reviendrons sur la couverture de cette catastrophe de notre paysage de l'époque. Au milieu des années 80, où les chaînes de télévision à peine privatisées se comptaient presque sur les doigts d'une main. Tchernobyl est un symbole de la désinformation institutionnelle, un cas d'école qui abrite encore de nombreux secrets et électrise toujours notre espace public. De la bataille des chiffres des victimes toujours en cours à celle de la mémoire où des acteurs cherchent à imposer leur récit. Dans la Fabrique, nous vous proposons une analyse de ce mensonge d'État qui, 40 ans plus tard, a encore beaucoup à nous apprendre. 4 invités pour en parler. Galia Ackerman, bonjour. Vous êtes née à Moscou, spécialiste du monde ex-soviétique, historienne, journaliste et autrice. Vous venez de publier aux éditions Premier Parallèle l'ouvrage Le KGB à Tchernobyl, une plongée inédite dans les archives ukrainiennes. Merci d'être avec nous. En studio, Laurent Koumel, bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférence à l'Institut national des langues et civilisations orientales, spécialiste d'histoire sociale et environnementale de l'URSS et co-auteur avec Tatiana Kapersky d'un livre qui vient de paraître aux éditions JC Lattès, Tchernobyl, la mémoire atomisée. À vos côtés, Bruno Chariron, bonjour. Bonjour. Vous êtes ingénieur en génie énergétique et nucléaire et conseiller scientifique de la CRIRAD, Commission de recherche et d'information indépendante sur la radioactivité, auteur également de l'ouvrage Le nucléaire, une énergie vraiment sans danger, point d'interrogation aux éditions Duno. Enfin, Cézine Topchou complète ce plateau, bonjour. Bonjour. Vous êtes historienne, sociologue des sciences et des techniques et directrice de recherche au CNRS et vous avez notamment travaillé sur le traitement médiatique français de Tchernobyl. Cette semaine, retour de notre partenaire Courrier International avec vous, Étienne Bouche, bonjour. Bonjour. Votre chronique autour d'un hors-série assez exceptionnel. Alors effectivement, nous avons voulu consacrer un hors-série à la Russie pour essayer de comprendre et de dresser un portrait de ce qu'est la Russie en 2026 dans un contexte où les médias libres sont empêchés d'exister. Voilà, ce sera en fin d'émission. Vous avez maintenant le programme complet de l'épisode 34 de la Fabrique de l'information. Un grand merci pour votre fidélité. De 500 bombes atomiques d'Hiroshima vient d'être rejetée dans l'atmosphère. Catastrophe donc dans une centrale nucléaire près de Kiev, en Union soviétique. Un accident a endommagé un des réacteurs atomiques d'une centrale nucléaire soviétique. La nouvelle est d'autant plus exceptionnelle et sans doute d'une certaine gravité qu'elle a été annoncée par l'agence TASS et reprise immédiatement dans le journal télévisé. Le plus inquiétant ce soir reste le nuage de particules radioactives. On le sait, il s'est déplacé tout d'abord vers la Scandinavie, puis est en train de descendre vers le sud. Si l'émission radioactive persistait, tout laisse à penser que cette poussière, aspirée depuis l'Ukraine, serait renvoyée vers l'Italie, la Yougoslavie et l'Autriche. En France, l'anticyclone des Açores s'est développé. La météo affirme qu'il restera jusqu'à vendredi prochain suffisamment puissant pour offrir une véritable barrière de protection. Et le nuage aussi. Mais ça n'a pas d'importance réelle. Le nuage, il paraît qu'il a touché la Corse. Le nuage, on nous a toujours menti. C'est depuis Tchernobyl qu'on me soigne à Bastia, le docteur Gabano Gaspari. Votre prénom, c'est Marie-Thérèse. Marie-Thérèse. Sérénine Castellani, n'oubliez pas. Alors c'est important de revenir sur la chronologie des événements. Nous sommes le 26 avril 1986, les chaînes d'information continue n'existent pas, les réseaux sociaux encore moins. Nous sommes en URSS, Galia Ackerman. Combien de temps s'écoule, Galia Ackerman, avant que la population soviétique soit au courant de la catastrophe ? La population soviétique a été plus de 48 heures sans aucune nouvelle, alors qu'entre-temps, on a déjà évacué la population de Pripyat. En fait, le TASS, l'agence TASS, la principale agence du pays, doit annoncer la catastrophe, mais de façon extrêmement sommaire, parce que les Suédois avaient déjà détecté
la radiation tout à fait anormale en Suède. Et il faut attendre le 14 mai, c'est-à-dire presque 3 semaines après l'accident, pour que Mikhail Gorbatchev parle à la télévision, donne quelques éléments, mais très peu, et le lendemain, c'est publié dans le journal Pravda. Mais toutes ces informations sont extrêmement sommaires, même le 14 mai. Et même le 14 mai, l'accent dans ce discours de Gorbatchev est de dire que nos ennemis en Occident profitent de cet accident malheureux à la centrale pour cacher leur course aux armements, y compris armement nucléaire. Voilà, je pense que c'est intéressant de repréciser encore cette époque du milieu des années 80, peut-être pour les jeunes auditeurs, auditrices qui nous écouteraient. On est vraiment dans un paysage où l'information n'est pas du tout le même qu'aujourd'hui. Ça pourrait paraître insensé hein, de pouvoir conserver pendant 15 jours, 3 semaines ou plusieurs jours une information comme celle-ci, un événement aussi catastrophique que celui-là. Pourtant, il y en a bien des hommes qui sont tout de suite alertés et informés par cette situation. Bruno Chariron, c'est tout simplement les liquidateurs. Hein. C'est comme ça qu'on les a appelés, ces individus qui sont partis sur le front. Quel était leur rôle et ils avaient quoi comme information, ces liquidateurs, quand ils arrivent? Ah, cette question-là, je pense qu'il faut la poser plutôt à Galia Ackerman ou à d'autres invités. Ce qui nous semble en écoutant les témoignages, c'est que tous ces citoyens qui ont été envoyés, disons, au casse-pipe, hein, n'avaient pas un niveau, en général, n'avaient pas un niveau d'information de l'intensité des risques. On le voit bien en regardant l'ensemble des reportages sur cette question. Et pour revenir un tout petit peu sur la France, je voudrais vous lire un élément d'un communiqué du directeur du SCPRI français, le Service central de protection contre les rayonnements ionisants, le fameux professeur Pellerin. En 1986, il écrit, en 1986, le 29 avril, il écrit dans ce communiqué: « Il ne dispose d'aucune information à part celle de la presse, mais il sait que des personnes sont soignées sans avoir d'autres précisions. Ce sont vraisemblablement des ouvriers de la centrale, victimes de lésions mécaniques ou thermiques plus importantes que l'exposition. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour la référence de la radioprotection française, le professeur Pellerin, eh bien, il ne peut y avoir là-bas, à Tchernobyl, que des effets thermiques, pas d'effets liés à de fortes doses de radiation. C'est complètement faux, évidemment. On va revenir évidemment sur le contexte français, mais avant, j'aimerais qu'on fasse quand même bien le point sur ce qui se passe exactement en 1986 lorsqu'on est du côté de Tchernobyl. Mais Galia Ackerman, vous souhaitiez réagir? Oui, absolument. Écoutez, les premiers, ce ne sont pas informés les liquidateurs. Les premiers informés sont des gens de la ville de Pripyat qui se trouve à 2 kilomètres de Tchernobyl, de la centrale de Tchernobyl, et qui sont déjà évacués le lendemain, on peut dire, de l'accident, c'est-à-dire le 27 avril, 36 heures après l'accident. En fait, ce qui se passe, c'est que à Moscou, on apprend ce qui s'est passé, mais on ne sait pas encore même que le réacteur a explosé. On sait qu'il y a eu un incendie, qu'il y a eu une explosion, mais on ne comprend pas encore que c'est l'explosion du réacteur. Donc, il y a une commission gouvernementale qui est créée et qui est dépêchée tout de suite sur place, composée à moitié de hauts fonctionnaires et de moitié de scientifiques, de physiciens nucléaires. Donc, ils arrivent à Pripyat, ils comprennent euh, au bout de 24 heures à peu près qu'il faut absolument évacuer la ville parce qu'elle est contaminée avec des particules de plutonium, particules chaudes qui, si elles sont inspirées, sont comme des foyers de radiation à l'intérieur, par exemple, des poumons humains. Et c'est aussi à partir du 28 avril que commencent en effet les premiers travaux auxquels on peut dire que participent les liquidateurs. En fait, on mobilise les pilotes d'hélicoptères qui commencent à déverser les sacs avec un mélange de sable, de bore, de plomb, etc., dans le trou béant qui se trouve à la place du réacteur. Il leur faut presque 2 semaines pour que le réacteur
s'éteignent, c'est-à-dire qu'il y a plus de fumée qui monte, vers le ciel. En fait, une fumée de particules hautement radioactives et c'est après seulement que commencent peu à peu, les travaux de décontamination. En fait, on parle de travaux de liquidation, c'est l'ensemble, de tous les travaux qui sont censés liquider officiellement les conséquences de la catastrophe de Tchernobyl. C'est le nettoyage, de la centrale, de ses abords, Mmh. des villages particulièrement contaminés. C'est aussi la construction, bien sûr, du sarcophage, On reviendra tout ça en et détail cetera. justement, Galia Carmen, mais c'est intéressant de voir d'où vient ce mot, hein, justement de liquidateur. On a bien compris que cette information, elle peine à arriver. On a aussi des autorités qui vont essayer de sauver les apparences avec des défilés qui sont maintenus, notamment le défilé du 1er mai, pour donner l'illusion que tout est sous contrôle, Laurent Coumel. Oui, parce que la liquidation des catastrophes à l'époque soviétique, dans l'après-guerre et notamment à l'âge du nucléaire, c'est un terme qui d'ailleurs a été utilisé en 1957, mais dans des documents internes pour parler de la première grande catastrophe du nucléaire, qui est une catastrophe du nucléaire militaire, parce que c'est l'usine qui fabrique du plutonium dans l'Oural, Kishtim, qui provoque un incendie qui fait aussi des victimes et qu'on a du mal, enfin on met plusieurs jours à éteindre et qui va laisser une contamination peut-être 3, 4 fois moins forte que celle de Tchernobyl, mais dont on n'a absolument aucune connaissance à l'époque soviétique, même si peut-être dans les services de renseignement étrangers, on s'en doute. En fait, tout ce qui était information sur les catastrophes industrielles et même les catastrophes naturelles, si elles n'étaient pas trop visibles, connues par la population, parce qu'on les voyait dans des grandes villes ou dans des zones très peuplées, on en parlait très peu. On avait un tabou, une censure qui s'exerçait sur le nombre de victimes réelles, les dégâts, l'ampleur des dégâts, et ça valait pour les incendies de forêt en particulier, comme pour les catastrophes de type industriel, et celle de Tchernobyl en était une. Donc au départ, on est dans cette logique aussi de masquer vraiment l'impact de la catastrophe. Voilà, et d'autant plus avec cette catastrophe-là, qui est celle de Tchernobyl. Céline Topchou, on l'a un petit peu dit, du côté de l'Europe, c'est la Suède qui va donner l'alerte. Mais on arrive dans un contexte français où il y a eu cette fameuse phrase du nuage qui se serait arrêté à la frontière française, même si cette phrase n'a pas été totalement exactement prononcée dans ces termes, même si c'est ce qui nous reste un peu dans notre mémoire collective. Oui, ça reste dans la mémoire collective parce que globalement, en fait, en France, l'impact de l'accident de Tchernobyl sur le territoire national a été nié, en fait, dans un premier temps. Donc, M. Pellerin et son service, mais aussi les ministres, les différents ministres qui sont intervenus dans les premiers jours suivant la catastrophe, ont tous affirmé qu'il n'y avait rien à craindre en France. Et cette affirmation a en effet été soutenue par la diffusion à partir du 1er mai 86 d'une carte météorologique. Un bulletin météo, en fait, hein, c'est ça. Exactement, et qui montrait effectivement qu'un anticyclone des Açores détourner le nuage. En tout cas, c'est ainsi que M. Pellerin et les différents ministres ont interprété la situation. Donc, il n'a pas été... Pellerin, pour le rappeler, hein, pour tout le monde, c'était le patron du service de protection contre la radioactivité en France, hein, ce qu'on a appelé le SCPRI. Donc, la référence à ce moment-là, la personne, l'autorité qui était censée nous dire en France s'il y avait des risques ou pas. Oui, ce service-là, en effet, avait le monopole, donc décidé par un décret de 1966, de à la fois communiquer les informations liées au risque nucléaire, mais aussi de protéger la population en cas d'un accident nucléaire. Et donc, le service central pour la protection contre les rayonnements ionisants, en fait, diffuse cette information sans effectivement dire que le nuage se serait arrêté à la frontière, mais quand même en suggérant que cela a pu être le cas. Ce qui se confirme tout de suite, en fait, par les reprises médiatiques faites, en fait, de cette carte météorologique, parce que dès le lendemain, en fait, les journaux annoncent qu'effectivement, la France a été épargnée par le nuage. Certains se félicitent donc de cette bénédiction nationale, et voilà. Ça, c'est l'ensemble de la presse, à peu près. Il n'y a pas à ce moment-là un média ou d'importance qui va publier un contre-discours. J'ai effectivement, en fait, épluché les articles de presse de l'époque, l'ensemble, et il n'y a pas d'exception, en fait, à la règle jusqu'au 9 mai. Bruno Chereyron, comment on peut expliquer que la France, d'ailleurs à ce moment-là, était un des seuls pays européens à ne pas avoir pris des mesures de protection de la population, comme ça a pu être le cas dans d'autres pays ?
Alors déjà, c'est très probablement lié au pouvoir, à la personnalité, au monopole de ce fameux professeur Pierre Pellerin, qui a une vision des effets de la radioactivité sur la santé qui est complètement, je dirais, délirante en fait, puisque il va par exemple dire que dans une communication du 2 mai, il écrit alors que le 1er et le 2 mai, personne n'est capable de prévoir ce qui va se passer à la centrale de Tchernobyl. Ça a été rappelé, elle va rester en feu avec des projections massives de radioactivité pendant au moins 2 semaines. Il écrit « Ni la situation actuelle pour la France, ni son évolution ultérieure ne justifient dans notre pays, la France, quelque contre-mesure sanitaire que ce soit. » C'est-à-dire que le professeur Pellerin a une vision a priori de la catastrophe nucléaire. Pour lui, la catastrophe nucléaire, ça n'existe pas. Il ne peut pas y avoir d'impact important. Et ça, c'est extrêmement grave. Et c'est pour ça que actuellement, la CRIRAD a interpellé il y a quelques jours le président de la République et d'autres autorités pour que les plus hautes autorités de l'État nous disent aujourd'hui, est-ce qu'ils reconnaissent aujourd'hui qu'à l'époque, le service central de protection contre les rayonnements ionisants n'a absolument pas fait son travail, n'a pas protégé les enfants et pire, a falsifié un certain nombre de documents montrant que des denrées dépassaient largement les normes, les réglementations. Mais d'ailleurs, la CRIRAD se crée à ce moment-là, c'est-à-dire se crée en réaction à ce monopole de l'information scientifique qui est détenu par une autorité. C'est le sens même de la CRIRAD. Oui, la CRIRAD, CRIRAD, ça veut dire Commission de recherche et d'information indépendante de l'État, des industriels, etc. Commission de recherche et d'information indépendante sur la radioactivité. Donc ce sont des citoyens de la Drôme et de l'Ardèche, parmi les plus connus, la première présidente de la CRIRAD, Michel Rivasi, le second président, Roland Desbordes, des citoyens qui se disent comment est-il possible qu'en Allemagne, qu'en Italie, des mesures de protection sanitaire soient prises. Ne consommez pas le lait frais, attention aux légumes, attention au sable des bacs à sable. Et puis en France, il ne se passe rien. Et ce qui est très grave, c'est qu'un certain nombre d'individus souhaitaient diffuser l'information. Vous avez des responsables de centrales nucléaires en France qui ont bien vu que leurs capteurs ont déclenché. Vous avez des chercheurs dans des labos qui voyaient très bien cette contamination, sauf que, comme ça a été très bien rappelé, le professeur Pellerin avait ce monopole de l'analyse et de l'interprétation de tout ce qui concernait la radioactivité. Et Cézine Topchou, il y a eu à un moment donné des médias aussi qui se sont excusés, qui sont revenus justement sur la reprise de ces propos de Pierre Pellerin. Tout à fait. En fait, c'est parce que Pierre Pellerin a été amené lors d'une émission télévisée à laquelle il a participé aux côtés de la présidente du groupement de scientifiques pour l'information sur l'énergie nucléaire, qui est un groupement, une association d'information indépendante sur le nucléaire qui a été créée par des scientifiques dissidents dans les années 70. Donc Monique Sonnet, lors de cette émission qui s'intitulait Droit de réponse, en fait, le pousse finalement à enfin communiquer des informations chiffrées sur au moins la contamination atmosphérique de la France, éventuelle contamination. Et c'est à ce moment-là qu'à la télé, donc en fait, il se contraint de diffuser les premiers chiffres qui montrent effectivement qu'en fait, l'air a été contaminé en France avec des niveaux multipliés par 400. Ce qui a fait finalement, en fait, que dès le lendemain, les journaux, certains en tout cas, ont commencé à faire leur mea culpa tout de suite. Donc, la désinformation nucléaire, voire le mensonge nucléaire a été dénoncé dans le Libé. Donc, le Libé titré en fait à la une, Libération titré à la une mensonge d'État. Donc on voit quand même, Laurent Coumel, que la désinformation est beaucoup plus complexe que ce simple nuage. Elle est plus diffuse, si j'ose dire. Oui, alors dans le cas soviétique, c'est encore différent parce que là, il n'y a pas de médias indépendants, il n'y a pas de possibilité d'associations, d'organisations scientifiques, de sociétés savantes, citoyennes, qui seraient découplées du pouvoir. Et là, les données sur la contamination réelle vont mettre en fait presque 3 ans à être diffusées dans la population, donc dans la sphère publique. Hein. Et ça, c'est l'évolution de ce pays, l'URSS, qui passe à ce moment-là d'un régime autoritaire, très autoritaire sur certains aspects, à un régime en voie de démocratisation. C'est les réformes politiques, si vous voulez, qui vont
ouvrir la boîte de l'information sur Tchernobyl à ce moment-là. Alors, il y a une boîte de l'information qui s'ouvre et surtout une boîte de l'information qui se ferme. Et c'est le KGB qui a largement participé à la fermer, cette information. Galia Ackerman, vous avez travaillé justement sur cette question-là. Vous publiez un ouvrage en pouvant vous appuyer sur des archives, notamment des archives qui ont été libérées par l'Ukraine. Je vous propose tout de suite d'en écouter un extrait de ces archives d'une lecture qui a été réalisée chez nous. Et je vous donne tout de suite la main. Afin d'empêcher la fuite vers l'ennemi d'informations confidentielles sur les causes et les conséquences de l'accident à la centrale nucléaire de Tchernobyl, conformément à l'ordre du ministère de l'Énergie de l'URSS numéro 90C du 18 juillet 1986, approuvé par la 6e direction du KGB de l'URSS, la liste suivante des informations à classer secrètes a été adoptée. Informations révélant les véritables causes de l'accident survenu dans le réacteur numéro 4 de Tchernobyl, secret. Informations sur les résultats de mesures individuelles de la situation radiologique et de la composition isotopique du sol, de l'eau, etc. Secret. Informations reportées sur les cartes topographiques concernant la situation radiologique dans les zones contaminées. Secret. Informations sur les nouveaux moyens et méthodes efficaces de décontamination. Secret. Anouk Millot, donc à la lecture d'un extrait de votre livre, Galia Ackerman, le KGB à Tchernobyl, plongée inédite dans les archives ukrainiennes. Justement, qu'est-ce qu'elles vous ont appris, ces archives ukrainiennes ? Ces archives ont appris énormément de choses, et notamment sur le secret d'État. L'extrait qu'on vient d'entendre, il date de juillet 86. Mais en fait, le secret est gardé depuis la première minute. Déjà, le 27 avril, le KGB publie une sorte d'instruction à tous ses agents qui dit qu'il faut faire les rapports 2 fois par jour pour signaler, c'est le mot utilisé, les bavards. Les bavards, c'est-à-dire tous ceux qui osent raconter qu'il y a eu un accident à la centrale. Or, il y a 50 000 d'habitants de Pripyat qui sont évacués dans divers endroits en Ukraine et notamment qui arrivent à Kiev. Il y a des médecins dans les hôpitaux qui savent, il y a le personnel de la centrale qui sait, c'est-à-dire il y a beaucoup de gens qui savent au moins partiellement, parce qu'ils ne comprennent peut-être pas tout, qu'il s'est passé une chose horrible, que cet accident n'est pas une blague. Mais le KGB donc prévient les bavards que s'ils récidivent, ils vont avoir des conséquences sur leur emploi, voire leur liberté. Et ensuite, le KGB, tous les jours, continue à traquer les bavards et à occulter la vérité. La vérité concerne notamment les niveaux de radiation. Le KGB sait très bien et consigne quotidiennement le niveau des radiations des sols, de l'air et de l'eau dans toutes les régions contaminées de l'Ukraine, y compris à Kiev, une ville de 2,5 millions d'habitants. Et parfois, il signe comme ça, très cyniquement, en disant que les niveaux officiels sont tant. Et les chiffres officiels sont de 50 à 100 fois inférieurs aux chiffres réels. Donc, il participe, le KGB, à tenir la chape de plomb sur toute connaissance de ce qui se passe. Et par exemple, le 1er mai, quand les vents ont tourné en direction de Kiev, la ville est massivement contaminée. Néanmoins, on organise la manifestation traditionnelle des travailleurs le 1er mai, à laquelle les usines, les entreprises, les bureaux ont obligé d'envoyer des contingents, y compris des enfants. Il y a des enfants qui dansent et chantent. Après, le KGB
reporte cyniquement, encore une fois, que on a dû décontaminer les costumes que portaient les enfants pour les danses folkloriques parce qu'ils étaient lourdement contaminés. Et donc cette chape de plomb, elle continue complètement pendant plusieurs mois. Et on trompe aussi les correspondants étrangers qui sont en URSS, notamment à Kiev. C'est quelque chose d'assez extraordinaire. Le KGB sait exactement combien d'étrangers en général il y a en Ukraine et parmi eux, bien sûr, combien de journalistes. Et donc, à l'intention de ces journalistes, on fait tout un spectacle parce que les journalistes ont décidé d'aller à la gare pour demander les citoyens pourquoi ils partent. Il y avait une fuite massive de gens de Kiev. En 2 semaines, la moitié de la population de 2,5 millions a quitté la ville. Donc, il y avait une cohue énorme dans les gares. Et les correspondants étrangers ont décidé d'aller ensemble à la gare et interroger les passagers en partance pour voir pourquoi ils quittaient Kiev. Parce qu'ils n'avaient aucune information. Mais le KGB, bien sûr, qui écoutait leur téléphone, a déjoué ce plan. Ils ont dépêché une cohorte de statistes, c'est-à-dire les gens affiliés au KGB, qui ont figuré des passagers, qui ont entouré ce groupe de journalistes. Et bien sûr, là, le discours était tout autre. On ne se sauvait pas du danger nucléaire, mais on partait chez sa maman, au mariage, etc., etc. Donc la tromperie était absolument monumentale. Et le KGB était à l'origine de ce maintien du mensonge. Donc, c'est l'une des choses qu'apprennent les archives que je viens d'étudier. Et dont on peut lire évidemment toute leur analyse dans l'ouvrage que j'ai cité tout à l'heure. Laurent Koumel, vous avez parlé du paysage médiatique, évidemment, en URSS. Néanmoins, il y a quand même des journalistes, et notamment une journaliste, qui très tôt va essayer d'enquêter en se rendant sur les lieux. Oui, alors elle est peut-être pas toute seule, mais c'est une de celles qui a le plus de notoriété parce que ensuite elle va devenir députée, elle va avoir une petite carrière politique qui va malheureusement vite s'arrêter. En 87, Alla Yaroshinskaya, qui est journaliste dans la ville de Jitomir, donc qui est une région au sud-ouest de la zone contaminée et évacuée, devenue zone interdite autour de la centrale de Tchernobyl en Ukraine, demande à son rédacteur en chef si elle peut faire une petite enquête sur des villages dans lesquels une partie de la population a été justement évacuée de la zone trop contaminée de Tchernobyl, mais une autre partie reste sur place, ou dans le village voisin, on n'a pas évacué, alors que visiblement les taux de contamination sont les mêmes, d'après des mesures qui sont faites, que bien sûr qui restent secrètes, mais on est quand même dans une société où les gens se parlent, où la glasnost, le fait de parler des problèmes, comme dit Gorbatchev, a commencé à se répandre, et il y a des fuites, des rumeurs qui font qu'elle se pose cette question. Alors elle peut pas publier son papier, elle fait une enquête en fait sur place toute seule en prenant une voiture de son journal, et elle n'arrive pas à la publier, mais elle va l'envoyer à la presse, plutôt à des écrivains dans les capitales, en particulier à Moscou. Elle va arriver comme ça à faire connaître cette histoire, qui va donner aussi lieu à un film documentaire tourné en Ukraine en 1988, et finalement, miracle, diffusé, mais justement au moment où les réformes politiques font que Gorbatchev a besoin aussi de montrer des signes de bonne volonté par rapport à son opinion, en disant on va laisser les médias parler un peu plus de ce qui s'est passé, et c'est là que les informations vont commencer à partir dans la presse, dans la sphère publique. Oui, on voit que c'est un signe d'affaiblissement, il est faible à ce moment-là, il veut essayer aussi de donner quelques gages. Peut-être une réaction avec ce qui vient d'être dit, Céline Topchou, sur justement le contexte médiatique de l'époque, journalistique de l'époque du côté de l'URSS. En fait, oui, du côté de l'URSS, c'est effectivement la censure et donc qui impacte en fait le travail journalistique, comme cela vient d'être expliqué. Du côté de la France, c'est moins la censure en fait qu'un conditionnement en fait à la vérité officielle.
et un manque de finalement vigilance vis-à-vis du fait que le discours officiel des experts étatiques, des experts du nucléaire puisse être en fait erroné, puisse être tronqué. On est en 86 encore. Une décennie avant, en fait, il y a eu de grandes contestations du programme nucléaire français, un grand mouvement national antinucléaire, mais en fait, avec l'accident de Tchernobyl et donc le scandale étatique finalement autour du mensonge de Tchernobyl, on constate que ces 15 années écoulées n'ont pas encore permis aux journalistes, aux médias, en fait, d'encaisser, disons, en fait, la légitimité de la parole critique d'une certaine manière. C'est précisément, en fait, ce moment Tchernobyl, donc ce moment où les journalistes, finalement, se rendent compte d'un mensonge d'État qui les aurait également, en fait, conduit à l'erreur, qu'à partir de là, s'ouvrira, en fait, une nouvelle ère, finalement, de pratique, est aussi plus ouverte, donc en fait, vis-à-vis en fait des contre-expertises, vis-à-vis des informations indépendantes, des informations produites en tout cas par des groupes, collectifs, personnes autres que des experts officiels en fait. Donc c'est là que tout au long de la décennie 90, en fait, on va assister quand même à la multiplication des alertes, des controverses, des affaires autour de différents sites nucléaires en France, grâce à cette certaine relative ouverture, en tout cas médiatique, à la parole critique. Bruno Charéron. Oui, par rapport à l'importance du contrôle indépendant, de l'expertise indépendante, je voulais revenir sur la question de l'évaluation des retombées de Tchernobyl dans l'Hexagone. Lorsque le professeur Pierre Pellerin, CPRI, montre les premières cartes de retombées en becquerel par mètre carré à la télévision, on est dans son esprit sur des niveaux qui sont de l'ordre de la dizaine de becquerel par mètre carré en césium-137. Les cartographies que va faire le laboratoire indépendant de la CRIRAD vont montrer progressivement qu'en réalité, on est à des niveaux de retombées en France qui sont des centaines de fois plus importants, voire des milliers de fois plus importants. Et la carte que nous allons établir progressivement va faire référence pour montrer que de la Corse jusqu'à l'Alsace, les niveaux de retombées ont été très importants et auraient nécessité des mesures de protection sanitaire. Il faut vulgariser un tout petit peu juste sur les becquerels et tout ça que vous nous donnez, vulgariser un tout petit peu les termes scientifiques que vous avez utilisés. Un becquerel, c'est une désintégration d'atomes radioactifs par seconde. C'est déjà la mesure de base pour évaluer ensuite des risques radiologiques, des doses, etc. Donc si déjà, sur l'évaluation de la quantité de becquerels qui sont dans l'air, qui retombent sur le sol, qui sont dans les aliments, le SCPRI donne des valeurs qui ne sont pas correctes, évidemment, tout le système qui va en découler tout le système de protection va s'effondrer. Il n'y a pas eu de mesure de protection. Ce qui est plus grave encore dans le cas de la France, c'est pas seulement le fait que la plus haute institution de protection n'ait pas fait de mesures fiables et ne pas donné de mesures fiables, c'est que même lorsque le professeur Pierre Pellerin avait des documents venant de ses propres labos, montrant que des aliments importés en France, par exemple des noisettes de Turquie, ne respectaient pas les normes de la réglementation européenne, il s'est quand même permis de tamponner aliments diffusables et commercialisables, consommables, sans restriction. C'est-à-dire que dans le cas particulier de la France, je ne voudrais pas comparer quand même au KGB, mais enfin, il y a eu un niveau de manipulation de l'information qui est vraiment relativement invraisemblable. Et ce qui est très grave, c'est que ça a concerné non seulement la problématique de Tchernobyl, mais aujourd'hui, enfin pendant longtemps et aujourd'hui encore, en France, des gens sont exposés à une radioactivité liée au fait qu'à l'époque, il n'y a pas eu de mesures de décontamination satisfaisantes. Je pense à des sites pollués par l'industrie du radium en France, par exemple. Mais on entend tout ce que vous nous dites, mais justement, vous parliez tout à l'heure de la CRIRAD, de ces autorités, ou du moins de ces initiatives indépendantes. Il y a quand même eu, et on l'a rappelé tout à l'heure avec Céline Topchou, un mouvement à un moment donné de réaction où justement une certaine forme de liberté, d'autres voix pouvaient s'exprimer, pour casser justement le côté, la centralisation de l'information scientifique, de l'autorité scientifique à ce moment-là. Bien sûr, il y a eu un mouvement, mais qui s'est construit progressivement. Pour ce qui concerne la CRIRAD, une des clés, ça a été d'abord la participation à nos travaux d'experts officiels
Par exemple, la CRIRAD au début n'avait pas de laboratoire. Donc elle a amené des échantillons à un laboratoire de physique nucléaire à Lyon, professeur Béraud, qui a fait des mesures et qui a constaté lui-même la forte contamination dans la vallée du Rhône, alors qu'il ne le savait pas. Et il a fallu attendre en particulier l'appel de Michel Rivasi à l'émission de Michel Pollack, Droit de réponse, plusieurs semaines, plusieurs mois après, pour que la CRIRAD récolte suffisamment d'argent pour acheter son premier équipement de métrologie de pointe, un spectromètre gamma, où là, on peut vraiment analyser beaucoup plus finement la contamination de l'environnement. Et récolter de l'argent justement comment, par des dons, par quel était le... Par des appels à la télévision, et des citoyens vont ensuite assez massivement envoyer des dons à cette jeune structure, la CRIRAD, et ça va nous permettre d'avoir un premier équipement d'un certain niveau de qualité. France Culture, la fabrique de l'information, François Saltiel. Et on revient aujourd'hui sur les 40 ans de la catastrophe de Tchernobyl en essayant de comprendre comment cet événement a été aussi assez matriciel sur la manière dont la désinformation peut se diffuser, se propager, alors que ce soit évidemment en URSS de l'époque avec un verrouillage de l'information très fort, et également en France où les médias ont aussi leur part de responsabilité, des médias qu'on fait amende honorable, comme l'a rappelé Cézine Topchou, qui est avec nous et qui est historienne sociologue des sciences et des techniques et directrice de recherche au CNRS. Nous sommes aussi en compagnie de Bruno Charéron, qui est ingénieur en génie énergétique et conseiller scientifique de la CRIRAD, que l'on vient de définir. Nous sommes également avec Laurent Coumel, qui est maître de conférence à l'INALCO et co-auteur de ce livre Tchernobyl, la mémoire atomisée, et avec Galia Ackerman, qui a elle aussi publié un livre cette semaine, Le KGB à Tchernobyl, une plongée inédite dans les archives ukrainiennes. C'est intéressant justement de voir comment en Europe et notamment en France les informations arrivent, comment il y a des mouvements et même des vents contraires, et puis il y a quand même une œuvre qui va alerter l'opinion publique et notamment l'opinion française. Cette œuvre, je vous propose tout de suite d'en écouter un extrait. Il s'agit de La Supplication. Il est parti à Tchernobyl le jour de mon anniversaire. Les invités étaient encore à table. Il s'est excusé, m'a embrassé. Une voiture l'attendait en bas. Le 19 octobre 1986, le jour de mon anniversaire. Il était monteur. Il partait en mission dans toute l'Union soviétique et je l'attendais. Cela a été ainsi pendant des années. Nous vivions comme des amoureux. Nous nous séparions et nous retrouvions. Mais cette fois, nos mères, la mienne et la sienne, avaient peur. Mais pas lui ni moi. Je me demande maintenant pourquoi. Nous savions pourtant où il allait. La Supplication, donc un livre écrit par Svetlana Alexievitch qui a été publié en 1997 et qui a notamment été traduit en français par vous, Galia Ackerman. En quoi cette œuvre est une œuvre importante, voire déterminante pour aussi éveiller les consciences ? Je crois que Svetlana Alexievitch, qui a enquêté pendant plusieurs mois, 10 ans après la catastrophe, qui a vu les liquidateurs, les scientifiques, les veuves justement des premiers pompiers et d'autres victimes de Tchernobyl, comme ce monteur, c'est la dernière histoire du livre. Je pense que elle a trouvé le chemin vers le cœur des lecteurs. Elle a su les émouvoir, c'est-à-dire que désormais, cette information passait non seulement par le cerveau, mais vraiment par le cœur. Laurent Coumel, vous qui avez travaillé sur les représentations, sur les œuvres, qu'est-ce qu'elles représentent pour vous et qu'est-ce qu'elles représentent dans notre mémoire, en fait, cette supplication ? Alors, La Supplication, le titre en russe, parce que c'est une écrivaine biélorusse, mais qui écrit en russe, c'est La prière de Tchernobyl, avec aussi un sous-titre sur la catastrophe. C'est un livre qui, effectivement, fait date parce que voilà, il apporte ces témoignages qui ont jamais été rassemblés à l'époque parce qu'il n'y avait pas de médias, parce qu'il n'y avait pas de possibilité d'un travail même littéraire sur le moment sur cette catastrophe. Et je dirais qu'il va... Alors,
il va pas forcément être lu par une majorité de l'opinion publique, mais il va marquer beaucoup d'œuvres qui vont suivre ensuite dans la culture populaire. Et on peut parler de la mini-série HBO de 2019, Tchernobyl, voilà, qui en fait l'auteur de la série l'a reconnu d'ailleurs dans des interviews, a beaucoup de scènes qui sont inspirées directement de ces témoignages, avec bien sûr un récit, un scénario par ailleurs organisé autour du suspense, autour du suivi des étapes de la catastrophe. Mais en fait, la plupart des scènes les plus marquantes de cette série sont tirées d'Alexievitch, et finalement c'est une forme d'hommage, on peut dire, à la puissance de cette œuvre qui, jusqu'à nos jours, alors en plus la série va être regardée dans un contexte mondialisé, à la fois dans tous les pays dits occidentaux, si on peut les appeler comme ça, mais en fait aussi à l'est de l'Europe, y compris en Russie, au Bélarus, en Ukraine et ailleurs, où à l'heure d'Internet tout circule, et en fait la représentation de Tchernobyl aujourd'hui dans une partie de la population va être aussi faite à partir de cette série, beaucoup plus que d'autres œuvres de fiction qui n'étaient pas aussi fortes et aussi populaires avant, et notamment donc finalement un peu aussi à partir d'Alexievitch. Et justement, Alexievitch, elle contrebalance un peu le récit d'héroïsation aussi des liquidateurs. C'est aussi une réponse par rapport à ce narratif. Oui, parce que ça aussi, il faut le souligner. Déjà en 86 et pendant les 5 ans de la fin des dernières années de l'Union soviétique, mais aussi dans les années 90, et ça revient dans les années 2000, en Russie, en Biélorussie particulièrement, plus qu'en Ukraine, même si c'est présent aussi en Ukraine. On a ce rapport à la mémoire de la catastrophe qui est un rapport sous le registre de l'héroïsme, du sacrifice, qui est finalement un rapport qui est calqué sur celui de la mémoire de la Seconde Guerre mondiale, en disant qu'on a mené une autre guerre, la guerre contre l'atome, dont Galia Ackerman aussi parle beaucoup dans ce livre, et qui permet de tourner la page et en même temps de regarder, de mettre des monuments aux morts dans les villes, alors pas très visibles, mais quand même il y en a certains, en Russie, en Ukraine, au Bélarus, et de parler de l'héroïsme et d'oublier les autres victimes qui ne sont pas forcément des héros, des héroïnes, mais aussi d'oublier ce que la catastrophe continue à faire pour les populations du temps présent, toujours contaminées. Galia Ackerman, vous souhaitiez réagir rapidement ? Oui, je voudrais dire que cette notion de l'héroïsme est aussi très présente en Ukraine, notamment via le musée de Tchernobyl qui se trouve à Kiev et qui est fait par le même artiste et architecte qui a fait le musée de la Seconde Guerre mondiale. Donc tout est héroïsé, etc. Or, les archives du KGB, là aussi, apportent un bémol très important parce que, en fait, la moitié des liquidateurs, c'était des militaires. Donc là, ils étaient obligés d'y aller. Ensuite, il y a eu 30 ministères soviétiques qui ont reçu les ordres de fournir tant d'ingénieurs, tant de spécialistes, tant de ceci, tant de cela, et qui les ont fournis, c'est-à-dire que ces gens étaient envoyés, dans la plupart des cas, en mission qu'ils ne pouvaient pas refuser. Et les archives du KGB montrent que tout le monde n'était pas dupe, parce que ces liquidateurs n'étaient absolument pas équipés, ils ne portaient pas de protection contre la radioactivité, ça n'existait même pas en Union soviétique, alors qu'ils étaient entre 600 000 et 1 million sur 5 ans. Donc, eux, dans les endroits les plus dangereux, ils se découpaient des fines feuilles de plomb pour couvrir leur poitrine et leur dos, mais le reste, c'était des costumes tout à fait ordinaires où pour les troupes chimiques, c'était des sortes d'imperméables, mais qui ne protégeaient pas de la radiation. Donc, ces gens, il y avait aussi ceux qui essayaient de résister, qui quittaient leur travail, qui essayaient de se procurer des certificats médicaux, qui essayaient de ne pas y aller. Et ceux qui y allaient étaient souvent, encore une fois,
contraint. Donc, il ne faut pas trop mettre le poids sur l'héroïsme absolument extraordinaire, différent des autres peuples. En fait, les liquidateurs n'étaient absolument pas au courant que cette participation aux travaux de Tchernobyl va raccourcir de façon drastique leur vie. Au moins un tiers parmi eux sont morts bien avant la durée de vie normale. Bruno Chariron. Oui, ça a été dit, mais je voudrais insister là-dessus sur la question de la population, parce que au moment où nous parlons, aujourd'hui, en Ukraine bien sûr, mais aussi en Russie, dans certains territoires de Russie et du Bélarus, il y a des zones qui restent évidemment très contaminées, avec une population qui reste exposée en permanence à la radioactivité, la radiation qui émane du sol, la contamination des produits alimentaires, la forte contamination des baies, des champignons. Et là, par rapport à ça, il n'y a pas grand-chose qui est fait. Et je voudrais aussi là lancer un appel à soutenir des laboratoires indépendants là-bas, comme par exemple le laboratoire Belrad, qui a été fondé par Vassili Nesterenko, un ancien physicien nucléaire qui a donné sa vie un petit peu en quelque sorte, pour protéger la population et qui a beaucoup de problèmes. Ce laboratoire Belrad a existé alors qu'ils font un travail extraordinaire pour aider au maximum la population qui vit sur des territoires contaminés à accéder à une nourriture plus saine, mais c'est extrêmement difficile. Ce qui est aussi extrêmement difficile, on l'a vu d'ailleurs en préparant cette émission, c'est d'avoir aussi des données sur le nombre de victimes, même en France, de cette catastrophe-là. Il y a évidemment des chiffres qui passent d'un extrême à l'autre. Bruno Chariron. Alors là-dessus, effectivement, il y a beaucoup de littérature là-dessus qui permet de rentrer dans la compréhension de la manipulation, voir comment des organismes comme, par exemple, disons l'Agence internationale de l'énergie atomique, l'OMS, l'ANSCER, finalement, vont être responsables de ne pas mettre en œuvre les études épidémiologiques approfondies qui permettraient d'avoir de vraies réponses à la question, et comment il va y avoir une vraie volonté de minimiser l'évaluation de l'impact sanitaire de la catastrophe. Pour prendre quelque chose de très simple à comprendre, de très concret, même sur la France, et la Corse en particulier qui a été très touchée, nous n'arrivons pas à obtenir tout simplement les résultats mensuels des comptes des hypothyroïdies néonatales. Un médecin corse qui s'appelle le docteur Denis Fauconnier avait constaté ce type d'augmentation au moment de Tchernobyl. On n'a pas les résultats mois par mois, ce qui permettrait de faire une corrélation probablement avec Tchernobyl, et c'est pour ça que la CRIRAD a interpellé récemment le ministère. Mais ce qui est très choquant sur cette question du bilan sanitaire, c'est de voir qu'un certain nombre d'autorités continuent à dire Tchernobyl, ça ne serait que, admettons, 50 morts, d'autres vont jusqu'à 4000. Il faut savoir qu'à l'époque des premiers bilans, en 1986, en août 86, quand il y a eu cette grande conférence à Vienne, les soviétiques calculaient une quantité de décès par cancer qui était de 40 000 décès, et ce sont, il y a eu pression sur eux de la part des Occidentaux pour essayer de faire baisser ces chiffres. Et effectivement, qui était déjà, donc effectivement, les chiffres que vous donnez là sont assez impressionnants au regard du contexte et de l'époque, Laurent Coumel, par rapport justement à cette difficulté d'obtenir des chiffres. Oui, alors, s'ajoute aussi, c'est ce que l'historienne Kate Brown, qui a été traduite en français, a montré dans son livre Tchernobyl par la preuve, c'est par rapport à ces instances internationales dont l'objectif est la promotion du nucléaire comme source d'énergie, donc malheureusement qui entrave peut-être cette recherche d'une vérité objective sur les chiffres, qui est elle-même très difficile à trouver. Il y a aussi le fait que le régime soviétique est autoritaire et a mis une chape de plomb sur ces données sanitaires, et les régimes, les pays qui vont succéder à l'URSS
l'URSS en 91, qui disparaît donc en décembre 91, mais qui est déjà en déréliction depuis des mois. Ça va être des pays qui vont avoir des problèmes budgétaires, des problèmes d'installation, de construction en fait de leur État, qui vont aussi, alors avec des populations qui vont devenir beaucoup moins faciles aussi peut-être à contrôler parce qu'elles vont migrer, elles vont changer de région, mais aussi qui vont pas avoir les moyens, qui vont pas non plus bien sûr mettre la priorité dessus. Et pour certains, pour le cas du Bélarus que vous citiez, qui va aussi refermer ces informations en disant oui, on a une partie du territoire qui est contaminée, mais en fait on ne veut pas complètement y renoncer pour notre économie, pour notre agriculture, et puis pour montrer que on est capable, on peut sortir aussi de cette catastrophe et passer à autre chose pour la population. Question que je vous pose à tous, est-ce que vous avez l'impression qu'on assiste en ce moment, et notamment dans l'espace médiatique, peut-être même français, à une sorte de vision qui pourrait nuancer finalement l'impact de la catastrophe de Tchernobyl? Est-ce qu'il y a une sorte de retour en arrière, de retour de bâton par rapport à ces questions-là? Oui, Bruno Charillon? Il y a un retour de bâton en particulier par rapport à la notion du mensonge. C'est-à-dire que depuis plusieurs années, beaucoup de personnes, y compris dans le monde médiatique, ont tendance à dire « mais en France, il n'y a pas eu de mensonge. Il n'y a pas eu de mensonge de Tchernobyl. » On peut en discuter, mais ce qui est sûr, c'est qu'en France, il y a eu une vraie désinformation et surtout, il n'y a pas eu de mesures de protection sanitaire alors qu'il aurait fallu le faire. Et ça, c'est particulièrement grave. Le professeur Pierre Pellerin n'a pas mis en œuvre les mesures de protection des enfants, avec des enfants en France qui ont reçu des doses qui sont très supérieures aux limites sanitaires. Donc il y a bien eu mensonge, il y a bien eu défaut de protection, et aujourd'hui, certains médias cristallisent le débat en disant « mais c'est faux, il n'y aurait pas eu de mensonge à l'époque ». Et ça contribue, comme beaucoup de choses qui se passent en ce moment, à banaliser les conséquences de la catastrophe nucléaire de Tchernobyl. Et on voit bien que tout ça va dans le sens de rendre finalement acceptable le développement massif de l'énergie nucléaire en France, mais dans le monde entier. Donc il y a un énorme enjeu industriel pour certains, à minimiser, à banaliser la catastrophe de Tchernobyl. C'est également vrai pour celle de Fukushima, d'ailleurs. Est-ce que vous partagez ce point de vue, Céline Topchou? Oui, il faut constater effectivement que ces dernières années, ces derniers temps, il y a un certain positionnement réactionnaire, si je peux me permettre de le dire, par rapport aux nuages. Et c'est pas très étonnant parce que nous nous trouvons aujourd'hui, en fait, dans un backlash écologique et puis qui se fait en parallèle, en fait, avec une renaissance du nucléaire, notamment dans le contexte français, qui fait que finalement, effectivement, même jusqu'à ce moment en fait de scandale étatique qui était donc le moment de Tchernobyl, est mis en fait dans un certain révisionnisme. Je trouve que c'est très problématique parce que d'une part, en fait, depuis 86 et jusqu'à donc très récemment, jusqu'à ce que cette controverse artificielle émerge, l'acceptation du fait que globalement, il y a eu une défaillance majeure de l'État dans l'information et la protection de la population française au moment de Tchernobyl a été consensuelle pas seulement pour les milieux antinucléaires ou critiques, mais aussi pour les institutions nucléaires elles-mêmes, en fait, qui se sont réformées dans une certaine mesure en partant de ce constat, en jurant en fait de ne plus faire la même erreur que ce qui a été fait donc par le service central de protection, entre autres. Et en fait, toutes les enquêtes sociologiques montrent aussi que, en fait, cette affaire de Tchernobyl a joué un rôle non seulement donc dans le changement de gouvernance du nucléaire, mais aussi plus généralement dans la gouvernance en fait de tout type de risques sanitaires, environnementaux. Enfin, donc de fait, c'est quand même très très problématique de revenir en arrière maintenant de façon, je dirais, assez artificielle, alors même que nos sociétés ont besoin de continuer à être réflexifs et d'avancer et d'apprendre en fait des erreurs du passé. Et c'est en cela où justement on se rend compte à quel point la catastrophe de Tchernobyl 40 ans plus tard est encore très actuelle et électrise sans mauvais jeu de mots notre débat public et c'est pour ça que c'est important de faire cette émission aujourd'hui. Important aussi il est ce hors-série Étienne Bouche de Courrier International qui est consacré à la Russie avec ce titre Russie, l'état de guerre.
Alors effectivement, il se trouve que cela faisait quasiment 10 ans que Courrier International n'avait pas consacré de hors-série à la Russie. Et entre-temps, vous le savez, le pays a changé nettement. La guerre est entrée dans sa 5e année. Les autorités ont imposé un resserrement politique inédit dans l'histoire de la Russie post-soviétique et le paysage médiatique, lui, a été transformé. Alors bien sûr, la pression exercée sur les journalistes ne date pas de 2022. En préambule donc de ce numéro, nous donnons la parole à Elisabetta Ossetinskaya, qui est une journaliste qui raconte ce processus progressif d'étouffement de la presse. Elle en a vu les premiers effets en fait en 2014 quand a commencé la première phase de la guerre russe contre l'Ukraine et que l'État entendait s'assurer le monopole du récit médiatique. En 2022 ensuite, la censure de guerre s'est imposée, le pouvoir a imposé ses mots, ses formules consacrées et le journalisme est devenu une profession hors la loi. Il y a un nombre considérable de journalistes qui s'est exilé pour éviter les poursuites et continuer de travailler librement. L'État a liquidé aussi les dernières structures qui s'employaient à protéger la société civile, le centre Sakharov notamment, ou encore l'organisation Mémorial. Il fallait raconter ce changement politique notable qui s'est opéré ces dernières années sur le rapport à l'État, parce que pendant longtemps, le Kremlin misait sur la passivité de la population et l'encourageait même. En gros, c'était ne vous souciez pas de la politique, nous en chargeons. Et désormais, s'en tenir à l'écart est devenu très difficile puisque le pouvoir exige désormais la loyauté. Et en fait, c'est le sens du titre que nous avons retenu, l'état de guerre, parce que la guerre aujourd'hui, elle imprègne tous les aspects de la vie. Alors vous avez employé le mot liquidé, comme quand on y revient toujours avec la Russie. Alors en parlant de la presse indépendante, elle est empêchée en Russie. Quelles sont les sources que vous avez utilisées pour votre numéro ? Alors c'est la question centrale qu'on s'est posée. En fait, qu'est-ce qu'on publie en 2026 dans un magazine consacré à la Russie ? L'écosystème médiatique russe a tellement changé qu'il fallait faire en fait un état des lieux. On a voulu mettre à jour la connaissance du journalisme russe en consultant toutes les sources disponibles, les plus diverses. Alors d'abord, les journaux qui appartiennent au champ autorisé. Certains se mettent avec zèle au service du pouvoir politique. D'autres tentent de poursuivre un travail d'information dans un cadre contraint. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, en fait, la lecture de cette presse est loin d'être inintéressante. Elle apporte des informations aussi bien sur l'économie que sur les politiques publiques, sur l'atmosphère générale à l'intérieur du pays. Elle permet de comprendre comment l'information est donnée, avec quels mots, ce qui est permis de dire, et aussi d'identifier de fait les silences et les angles morts. La presse indépendante, elle est confrontée à une difficulté fondamentale. Elle est contrainte à l'exil et de fait, elle se retrouve privée de l'accès au terrain, aux sources. Et pour continuer à documenter la vie à l'intérieur du pays, elle s'appuie sur de précieux relais qui, eux, sont restés en Russie et qui, le plus souvent, travaillent sous pseudonyme. Alors, c'est un travail d'autant plus salutaire qu'il est particulièrement dangereux parce qu'en écrivant sur des sujets sensibles, les journalistes s'exposent eux-mêmes, mais ils peuvent aussi porter préjudice aux personnes qu'ils interrogent. Alors, on a exploré tous ces nouveaux médias russes apparus ces dernières années, dont l'existence se partage entre la Russie et l'étranger et qui s'efforcent de montrer la réalité du pays derrière les images officielles, car dans les journaux intégrés au système, il faut bien se rendre compte que la population est absente. Il faut ajouter que si la lecture de ces médias russes, elle est pour nous essentielle à Courrier International, c'est aussi parce que le nombre de correspondants étrangers à Moscou a littéralement fondu. Et en croisant toutes ces sources, donc, aussi bien les journaux affiliés au pouvoir, les médias indépendants et parfois même des sites qui paraissent complètement anecdotiques venant des régions, on a voulu être le plus juste possible et présenter un tableau réaliste d'un pays qui souvent inspire des jugements tranchés et passionnels. Merci beaucoup pour votre chronique, Étienne Boucher, pour ce numéro donc passionnant de 76 pages à retrouver en kiosque, ce numéro hors série sur la Russie où vous êtes né, Galia Ackerman. Justement, pour ces 40 ans, on voit qu'en France, l'événement est traité beaucoup par les médias. Il y a un grand nombre de documentaires qui y sont consacrés. Comment Vladimir Poutine, lui, va évoquer Tchernobyl et ce 40e anniversaire ? Je pense que ça va être entièrement minimisé. C'est en quelque sorte un non-anniversaire. Il y aura peut-être quelques rappels, mais vous savez, l'événement se produit en Ukraine et pas en Russie même. La Russie a été touchée un tout petit peu dans la région de Bryansk, mais pas énormément. Et la plupart, au moins la moitié des dictateurs aussi étaient ukrainiens. En plus, il y a l'occupation brève de la centrale de Tchernobyl en 2022 par l'armée russe, qui a mal tourné pour l'armée russe parce qu'ils ont creusé des tranchées
à l'endroit le plus contaminé de la zone interdite. Donc je pense franchement qu'il y aura quelques évocations, mais pas plus que ça, et peut-être que Vladimir Poutine ne se prononcera pas lui-même à ce sujet. Oui, c'est ça qu'on a vu, hein, Laurent Koumel, c'est que Tchernobyl est revenu aussi à l'occasion de ce conflit entre la Russie et l'Ukraine. Alors oui, il y a eu quelquefois des présentateurs, agitateurs d'opinion en Russie qui ont fait peser le doute sur le caractère de sabotage par des Ukrainiens de cette centrale soviétique en 86. Et puis il y a aussi eu, alors dans les années de la série HBO de 2019, une série en Russie, une série de fiction, qui racontait tout à fait autre chose, qui racontait que justement c'était la CIA qui essayait de faire exploser un réacteur nucléaire et que un groupe de jeunes avait réussi à déjouer et que l'accident nucléaire se produit, mais aux États-Unis, et qui du coup explose comme pays, implose comme pays et tombe dans la guerre civile. Donc scénario catastrophe revanchard de guerre froide, qui donne malheureusement la lumière, qui met la lumière sur une certaine forme de représentation de l'Occident, qui est le résultat de ce matraquage par les médias russes continu, à part les médias indépendants et d'opposition qui sont aujourd'hui en exil, auxquels la population russe est soumise malheureusement. Merci à tous les 4 et tous les 5 avec Étienne pour vos éclairages précieux autour de cette émission. Je rappelle évidemment vos publications respectives: Galia Ackerman, le KGB à Tchernobyl, une plongée inédite dans les archives ukrainiennes. Laurent Koumel, vous avez coécrit Tchernobyl, la mémoire atomisée, c'est chez JC Lattès. Bruno Charéron, on peut continuer bien sûr à suivre les différents rapports et les communications de la CRIRAD, dont vous êtes le conseiller scientifique, et on peut vous lire aussi chez In the Top Shoe. Merci d'avoir été avec nous pour cette émission de la Fabrique de l'information, dont je remercie à la préparation Joséphine Reynards, comme chaque semaine, à la réalisation cette fois Cassandre Puel, accompagnée à la technique par Timothée Hubert, à la vidéo Édouard Rubenstein. La Fabrique de l'info, c'est fini.